À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais rappeler que vous êtes à Radio JM, donc la radio juive de Marseille-Provence. Et notre émission, c'est La Voix de Sion, qui est coproduite par l'Organisation sioniste mondiale et aussi par la FOSF, la Fédération sioniste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va, Raphaël ? Très bien, et vous ? Ça va très bien ici avec le soleil. Raphaël, avant de commencer, permettez-moi de rappeler un bref résumé de votre carrière. Tout le monde vous connaît, mais laissez-moi juste rappeler 2 ou 3 points pour nos auditeurs. Donc, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure. Vous êtes ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, qui fait de vous un expert dans le domaine de l'analyse géostratégique régionale et je dirais même internationale. Vous êtes consultant à la télévision de I24 et vous intervenez dans plusieurs télévisions françaises. Je crois que je vous ai vu dans LCI, il me semble. Exact. Voilà. Vous êtes écrivain, vous avez écrit plusieurs livres, dont un livre qui s'appelle Le Manuel bleu contre l'antisémitisme, et sur lequel vous pourrez peut-être nous parler quand on aura fini notre émission. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Raphaël, la première question, je pense que vous attendez, c'est la situation actuelle en Israël à la veille de Pessah. Vous savez, il y a l'offensive sur Gaza, il y a les otages et les dernières propositions d'Israël, il y a la situation Judée-Samarie, et puis une situation qui commence à se compliquer peut-être, c'est la Syrie et l'arrivée de la Turquie. Voilà. Quelle est votre analyse en cette veille de Pessah, Raphaël ? Alors, face à une nouvelle équation géostratégique au Proche-Orient, il y a plusieurs théâtres d'opérations qui demandent évidemment la vigilance et l'attention des Israéliens, mais il y a surtout pour l'instant un échec cuisant par rapport à la libération des otages détenus par le Hamas. On est au point mort des négociations. La pression militaire que pensait appliquer le gouvernement israélien sur le Hamas ne semble pas encore porter ses fruits. Aujourd'hui même, on en est à une possible négociation pour une dizaine ou une douzaine d'otages vivants contre un cessez-le-feu de 2 mois. C'est une nouvelle proposition sur la table qui a été suggérée par les Égyptiens. Mais pour l'instant, donc, nous sommes face à un échec, pas total, puisqu'on a réussi à libérer une partie des otages, mais quand même un échec très très douloureux, qui met à l'ombre tout le reste et tous les succès militaires de ces derniers mois, car si on regarde bien la carte du Proche-Orient aujourd'hui, c'est Israël qui domine partout, c'est Israël qui décide qui frapper ou ne pas frapper. En ce moment, on est en train de se tâter effectivement par rapport à la Syrie, parce qu'on voudrait freiner la possible incursion turque et la prise de pouvoir ou d'influence des Turcs en Syrie. Pour l'instant, il semblerait qu'on arriverait à une sorte de voie diplomatique entre Ankara et Jérusalem pour éviter un affrontement. Sur le plan de l'Iran, tout le monde sait que on attend de voir ce que Donald Trump va faire ou ne pas faire face aux Iraniens. Je pense que Donald Trump rêve un peu. Il pense réussir là où d'autres ont échoué. Et là, ça nous laisserait plus beaucoup de choix aux Israéliens que de frapper l'Iran, car il est absolument hors de question d'attendre beaucoup plus longtemps qu'on puisse résoudre ou non le problème du nucléaire iranien. Ça devient trop dangereux. On est trop proche d'une puissance nucléaire aux mains de Téhéran qui est absolument inacceptable. Et si personne ne fait le travail, eh bien, comme d'habitude, c'est Israël qui fera le travail pour tout le monde. Heureusement, sur le plan des Houthis du Yémen, là, il y a des attaques, des frappes américaines importantes.
Donc là, au moins, on est plus ou moins épargné, tranquille, avec des tirs sporadiques, de plus en plus d'ailleurs sporadiques, provenant du Yémen. Il nous reste beaucoup plus proche de nous la Judée-Samarie, qui demeure explosive, qui demeure dangereuse, avec des provocations de part et d'autre, de terroristes du Hamas, de l'OLP en Judée-Samarie, mais aussi une certaine tranche d'extrémistes des Israéliens. Donc là, c'est dangereux, c'est beaucoup d'huile sur le feu à un moment où on est occupé évidemment par ailleurs. Nous avons le Liban avec là encore une possibilité de négociation de désarmement du Hezbollah. Ça serait la volonté actuelle du nouveau président libanais de pouvoir effectivement garder une puissance politique du Hezbollah, mais pas une puissance armée. Il voudrait avoir le contrôle de l'armement dans son pays. N'oublions pas que le président libanais actuel est l'ancien chef de l'état-major de l'armée libanaise. Il ne voit pas pourquoi il y aurait des tas de factions armées sur son territoire lorsqu'il y a une armée officielle. Donc voilà, en gros, ce tour d'horizon rapide de la situation géostratégique. Rien n'est joué, tout est possible, et nous sommes pas beaucoup plus avancés, dirais-je, qu'il y a 1 an et demi. Raphaël, bon, ça a l'air un peu pessimiste cette vision-là, mais vous êtes un analyste sur le terrain, très très averti sur ces questions-là. Dites-moi, j'ai lu un article de militaire, c'est-à-dire du site militaire américain qui s'appelle Breaking Defense. Je crois que vous connaissez. Ils disent qu'en cas de conflit entre la Turquie et Israël, on parle sur le plan de l'aviation. Ils disent que Israël serait vainqueur, mais à 200% contre les aviateurs turcs. Est-ce que cette vision, cette analyse de ces militaires américains est correcte ou pas? Alors, vous êtes un militaire, donc 200%, c'est beaucoup. Je pense qu'effectivement, dans le cas d'un conflit entre la Turquie et les Israéliens sortiraient vainqueurs, mais vainqueurs après pas mal de pertes et pas mal de combats. La Turquie est une armée est très moderne, très bien entraînée. Elle est plus menaçante à mon avis que même l'armée iranienne, qui n'a pas une armée de l'air bien moderne. Les Turcs sont une puissance militaire avec laquelle il faut compter. Et il faut, à mon avis, absolument éviter cette confrontation militaire. Ce qui serait plus intéressant pour les Israéliens, et ça pourrait arriver, c'est une confrontation entre les Turcs et les Iraniens. Car ils se disputent en ce moment l'hégémonie sur la Syrie, mais ils se disputent aussi d'autres théâtres d'opération en Afrique, par exemple. Les Turcs aussi essaient de remplacer les Iraniens là où ils ne peuvent plus assurer un soutien, par exemple justement au Hamas. Et donc, il serait intéressant de voir les Iraniens et les Turcs être l'un contre l'autre et nous être sur la touche. Mais si jamais on n'arrive pas à éviter un conflit, c'est-à-dire qu'on est obligé de stopper militairement une avancée turque en Syrie qui serait extrêmement menaçante pour Israël, ça sera un combat extrêmement difficile, dangereux, mais dont il est absolument certain que les Israéliens sortiront vainqueurs. Je n'aime pas beaucoup le numéro vainqueur, le mot vainqueur, parce que malheureusement, dans les guerres, il n'y a pas véritablement de vainqueur, dans la mesure où nous perdrions beaucoup de vies humaines. Ça serait encore un coup dur pour l'économie israélienne, etc., etc. Donc on ne peut pas vraiment se réjouir de ce genre de victoire. Il est préférable d'éviter à tout prix les conflits. Malheureusement, comme je l'ai dit, nous n'avons pas toujours le choix. Et malheureusement, la communauté internationale ne fait pas son travail. C'est à la honte de l'Europe, la France inclus, de voir comment la Turquie tombe dans la dictature, dans la tyrannie d'un cinglé, d'un mégalomane, d'un homme horrible, et que personne ne bouge le petit doigt, comme d'habitude en Europe. Regardez la guerre russo-ukrainienne. Voilà, l'Europe est complètement passive, elle est incapable de rien faire.
Ok. Donc, bon, on prie pour que cette option, on va dire, ne se réalise pas et que ça reste dans cet état d'équilibre aujourd'hui. Alors, une question qui est peut-être liée à cette première question, c'est la visite de Netanyahou aux USA. Vous savez qu'ils ont parlé sur les otages, ils ont parlé sur les droits de douane, qui concernent Israël d'ailleurs, et ils ont parlé sur l'Iran. Est-ce que vous pensez que une question un petit peu difficile, hein, que Bibi a été aux États-Unis comme j'allais dire béni oui, ou au contraire il a été pour négocier réellement sur les intérêts d'Israël, en Israël d'ailleurs et la région? Je crois que cette visite surprise et éclair n'a rien donné en fin de compte. Il aurait dû attendre peut-être de se rendre aux États-Unis à un moment plus opportun et mieux préparé en tous les cas. Je pense que l'une des motivations de ce voyage, c'était surtout l'inquiétude que créent les taxations à tire-larigot de Donald Trump, et donc Israël se voit, les produits israéliens se voient taxés à 17%. C'est plutôt pour ces raisons économiques-là, pour éteindre cet incendie économique, que il est allé là-bas. Et je pense que pour le reste, eh bien, il a été pas un béni oui, mais il n'a pas eu vraiment son mot à dire. Donald Trump a son propre agenda par rapport aux Iraniens. Il a son propre agenda par rapport aux outils du Yémen. Et donc, il y avait ici rien de bien concret. De même pour les otages, bien que les familles d'otages comptent énormément sur Donald Trump pour intervenir. Là non plus, on n'a pas vu de grands progrès. Donc, une visite qui, à mon avis, s'est révélée peu productive, dirons-nous. La seule chose, c'est que c'était peut-être bien pour l'image d'Israël d'être reçu à Washington et d'être même bien reçu avec les honneurs. Mais comme je le dis, le résultat, concrètement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Juste pour les droits de douane, on a vu hein, sur ils ont fait une interview sur Fox News, je crois, dans lequel Israël avait mis 0% sur les droits d'importation et les USA 10%. Et ils parlaient de 7% supplémentaires. Mais ils avaient l'air de dire, Trump, l'administration, il y avait je crois, le ministre des Affaires du commerce américain qui avait l'air de dire qu'ils allaient revoir ces droits donc des États-Unis d'exportation vers Israël. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de succès à ce niveau-là? Pour l'instant, en tous les cas, je ne le vois pas venir, mais Donald Trump lui-même a dit par rapport non seulement aux Israéliens, mais par rapport à tout le monde, que selon les réactions, les mesures qui seront prises par chaque pays, qu'il verra si maintenir ou ne pas maintenir ces taux très élevés de taxation, de douane. Et donc, pour les Israéliens, c'est évident que c'est un sale coup. Trump a dit d'une façon un peu cynique, mais regardez d'un autre côté tous les milliards de dollars que l'Amérique donne à Israël en soutien. Donc pour l'instant, je ne vois pas qu'il descende. Je pense qu'à la fin, il risque de descendre de 17% à 10%. Je pense pas qu'il supprimera complètement. Il attend de voir ce que les Israéliens vont faire, comme il le fait pour d'autres pays. Je suis pas certain que la réunion avec Benjamin Netanyahu a porté tellement de fruits. Elle a certainement exprimé l'inquiétude des Israéliens qui, en pleine guerre et avec tout ce qu'ils subissent, n'ont certainement pas besoin d'être traités comme n'importe quel autre pays du monde. On n'est quand même pas la Suisse ou l'Espagne, hein. Pour être traité de la même manière sur le plan des taxations et des douanes. On est quand même un pays en guerre, un pays qui défend
le reste du monde contre l'avancée du djihadisme et de l'islamisme, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les autres ne font rien. Oui, surtout qu'Israël, elle, d'après ce que j'ai lu, ils ont décidé de baisser à 0% les droits d'importation. Ça veut dire que si on applique la règle de Trump qui dit on fait des règles, comme on dit, réciproques, ils devraient faire 0% hein, finalement. Hein. Mais bon, mais je pense que là, c'est vraiment des questions très particulières du fait que les Américains aident beaucoup financièrement l'État d'Israël. Regardez, l'Iran, le point de l'Iran, c'est vraiment récent ce qu'on lit aujourd'hui. C'est que, vous savez, apparemment, dans cette conférence, hein, il avait l'air, Trump, de fixer un deadline, enfin une date limite pour la mi-mai de l'accord. Lui, il a été plus loin, il a parlé de démantèlement donc des ressources nucléaires iraniennes et là, l'Iran semble le défier. Vous pensez que c'est réaliste cette situation-là ou pas réellement, hein, parce que le 15 mai, c'est bientôt. Je pense que Donald Trump ne comprend rien, mais rien à l'Iran. Je suis pas sûr qu'il comprenne grand-chose au Proche-Orient, mais alors à l'Iran, il a rien compris. Il va se laisser mener en bateau comme les autres. Les Iraniens sont d'abord champions pour jouer la montre. Donc tout va durer très 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 longtemps. Ils vont faire traîner en longueur les négociations. À chaque fois, ils vont discuter sur une virgule. Est-ce qu'on négocie directement, pas directement, une chambre peinte en jaune ou une chambre peinte en vert? Ils vont trouver n'importe quoi pour prolonger la sauce, et pendant qu'ils prolongent la sauce, bien sûr, ils avancent sur leur programme nucléaire. Oui. Voilà. En plus, tout accord qu'on signe avec eux ne vaut même pas le papier sur lequel il est écrit. On parle de personnages quand même qui sont absolument pas fiables. Les ayatollahs et les chefs des gardiens de la révolution sont des gangsters, des gens auxquels vraiment on peut avoir aucune confiance et donc qui mentiront s'il le faut sans problème. Voilà, donc c'est vraiment mal lire la carte. Il n'y aura que la force qui pourra les convaincre. Il n'y aura que la puissance militaire et je pense que tôt ou tard les Américains, Donald Trump devra décider s'il veut mettre fin ou non à ce programme nucléaire, et s'il le veut, eh bien il faudra qu'il frappe. Il frappe l'Iran, car l'Iran jamais n'acceptera de démonter les centrales nucléaires qu'ils ont construites. C'est leur rêve le plus cher, c'est d'avoir cette puissance nucléaire qui menace d'ailleurs, et je le répète encore une fois, je me répète mais c'est pas grave, l'Europe. Hein, les missiles balistiques aujourd'hui iraniens, et surtout s'ils ont des ogives nucléaires, ne menacent pas qu'Israël. Ils menacent beaucoup d'autres pays, à commencer par les pays du Proche-Orient, l'Arabie Saoudite, les Émirats, et puis plus loin évidemment l'Europe. Et voilà. Et de là encore, il se pourrait malheureusement que les Israéliens, au dernier moment, eh bien, soient obligés d'aller eux faire le travail, car il est hors de question que Téhéran ait l'arme nucléaire, et donc s'il le faut, les Israéliens détruiront les infrastructures iraniennes qui mènent au nucléaire. Et ça veut dire que vers la mi-mai, ça risque d'être chaud? Ça risque d'être chaud très vite, parce que les Iraniens sont à deux doigts d'avoir le nucléaire. Ils ont aujourd'hui suffisamment d'uranium enrichi pour faire à peu près 5 ou 6 bombes atomiques classiques, dirons-nous. Ce qui leur manque encore, c'est de pouvoir les monter d'une façon technologique sur des ogives de missiles. Donc tout ce qui est le déclenchement et l'ogive même de missiles en vol de ce matériel nucléaire, mais c'est une question de quelques semaines ou quelques mois pour qu'ils atteignent cette technologie. Et à ce moment-là, ils sont fin prêts pour être une menace nucléaire réelle, extrêmement grave et importante, aux mains, un petit peu aussi comme la Turquie, hein, de fanatiques,
mégalomanes qui sont extrêmement dangereux et qui sont pas du tout rationnels. J'ai encore une autre question sur l'Europe cette fois-ci, qui est corollaire d'ailleurs à cette question-là. Donc c'est une question, Macron notamment, et son activisme pour la paix à Gaza. Vous savez, il promeut actuellement le plan arabe de reconstruction de Gaza, la libération de tous les otages en contrepartie, mais surtout c'est que il promeut aussi la gouvernance de Gaza par l'autorité palestinienne. Est-ce que Raphaël, vous qui êtes vraiment sur le terrain, pensez-vous que ce plan a une chance d'être accepté par Israël et Trump et l'administration américaine? Avec Emmanuel Macron, avec tout le respect, j'aime la France, j'aime tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a moins d'antisémitisme, comme on le dit, dans la population française. Par contre, le président lui-même, je trouve tout simplement qu'il se ridiculise. Oui. Ces déclarations sont complètement bêtes. J'ai pas d'autre mot. Il a rien compris. Il essaye de perpétrer des miracles là où il ne peut y en avoir. C'est très gentil, c'est très joli de dire tout ce qu'il dit, de rêver à tout ce qu'il rêve, mais ça n'a aucune possibilité sur le terrain. C'est même contre-productif. En fin de compte, les déclarations du président Macron, si elles n'étaient juste que un peu bêtes ou naïves ou utopiques, ça ne serait pas grave, mais en fait, elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles lancent des signaux qui sont très très dangereux, très contre-productifs, et qui encouragent en fait l'ennemi de la paix, l'ennemi de la démocratie au Proche-Orient. Il se fait sans le savoir, je l'espère en tous les cas, le complice, l'allié des forces du mal, et ne soutient pas du tout justement ce qu'il y a de plus positif qui pourrait mener à la paix et qui demande un peu plus de poigne qu'il ne le croit. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui le président Macron n'a pas grand-chose à faire puisqu'il est un petit peu sur la touche avec son gouvernement et donc il essaye de briller en politique extérieure. Il voudrait redorer le blason diplomatique de la France et avoir un rôle important à jouer dans ce qui se passe à l'international. Malheureusement, il faudrait qu'il fasse un peu mieux ses devoirs et qu'il soit un petit peu mieux secondé au ministère des Affaires étrangères, dont on sait que le ministère des Affaires étrangères français, dont on sait qu'il n'est pas en général très pro-israélien, qu'il soutient beaucoup les Palestiniens, mais malheureusement les mauvais Palestiniens, c'est-à-dire les dirigeants de l'OLP par exemple. Il est donc mal conseillé à mon avis par une politique étrangère française traditionnelle qui n'a fait que ses preuves dans le mauvais sens. Mais y a-t-il des pays en Europe, mis à part Orban, pour les anciens pays de l'ex-Union soviétique et peut-être d'autres pays d'ailleurs, mais y a-t-il des pays de l'Europe, on va dire du Sud, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont d'ailleurs nucléarisés, comme on dit, y a-t-il des pays qui soutiennent Israël dans ces questions-là? Oui, bien sûr, mais la France aussi. On parle du président Macron et de ses apparitions en public diplomatiques, mais en fin de compte, les relations entre la France et Israël sont excellentes, sur le plan militaire inclus, sur le plan commercial. Je veux dire, il y a une différence entre le show business des politiciens et ce qui se passe dans la réalité. On va pas comparer la France à d'autres pays qui sont carrément anti-israéliens comme l'Irlande, l'Espagne ou la Belgique. Exactement. Voilà, ça c'est les trois pays qui sont carrément antisémites, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est du pur antisémitisme. Alors que en France, il y a quand même un calcul politique, diplomatique qui vaut ce qui vaut, mais qui n'est pas antisémite, qui est basé sur d'autres problèmes, d'autres complexités. L'Allemagne, c'est aussi un autre cas de figure, bon, avec le passé évidemment de la Seconde Guerre mondiale. Dans l'ensemble, l'Europe n'est pas anti-israélienne. Elle est juste trop passive. L'Europe ne fait pas des choix. L'Europe ne prend pas de mesures concrètes. Le soutien qu'on donne parfois aux Palestiniens, c'est très bien, c'est très humanitaire, mais ça ne résout pas non plus le problème des Palestiniens. Donc s'ils veulent le bien des Palestiniens et le bien et la paix au Proche-Orient, les Européens devraient s'activer. Et s'activer d'une façon qui
permettent aux deux parties, israéliens et palestiniens, d'arriver à une solution. Et certainement pas de lancer des idées en l'air, à droite, à gauche, qui n'ont aucun sens. Oui. Écoutez, Raphaël, j'ai encore plein d'autres questions, mais là, le temps, on arrive presque à la fin de notre temps. Peut-être que on vous sollicitera ultérieurement. Donc, avant de finir, peut-être que vous pouvez nous dire 2 mots sur votre livre que j'ai cité tout à l'heure. Donc, sur l'antisémitisme et la désinformation. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots ? Oui, je vais être bref, puisque je vais vous la faire simple. Ce manuel contre l'antisémitisme et la désinformation qui donne des conseils, évidemment, pour répondre à des accusations insultantes à l'égard d'Israël, mais aussi des conseils techniques et juridiques pour comment s'adresser à la presse, comment manifester, comment agir, et que faire si on est victime d'un incident antisémite. Toutes ces choses-là se trouvent dans ce manuel succinct, le manuel bleu, très très simple à lire, très très bien divisé. Et la bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est que en sus de la version donc papier, aux éditions Reinhardt, David Reinhardt, eh bien il y a une version tout à fait gratuite sur les réseaux sociaux. Vous faites en un seul mot manuelbleu.com, pas de HTTP, pas de www. Manuelbleu en un seul mot.com, et vous avez ce manuel bleu gratuitement. Excellent. En français et en anglais, sans droit aucun. Vous pouvez le copier, l'imprimer et l'envoyer aux copains. Voilà. Voilà, super. Donc on s'adresse à notre communauté juive, Marseille et Provence, hein, parce que certains nous l'ont demandé d'ailleurs. Hein, m'ont dit, est-ce que on peut l'obtenir sur Amazon, etc. J'ai répondu oui, parce que Amazon, normalement, on trouve la quasi-totalité des livres. Donc le message est lancé. J'invite vraiment tous les auditeurs à se le procurer, parce que moi je l'ai lu. Il est très 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 intéressant, et surtout qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes d'antisémitisme en France, comme vous le savez. Voilà, je crois, mon cher Raphaël, Jérusalem, on a terminé. J'aurais aimé vous avoir pour d'autres questions, parce que je suis sûr que c'est passionnant, hein, d'autres questions auxquelles vous auriez pu nous répondre, mais ça sera peut-être pour une autre fois, si on a la chance de vous avoir avec nous encore à la radio. Je vous remercie donc d'avoir été avec nous à la radio. Et on vous dit bonne Chag Sameach, bonne fête de Pessah, et voilà. Et puis qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, et que tout le pessimisme qu'il y a là partira à notre sortie d'Égypte. Voilà. Chag Sameach aussi, bonne fête. Merci, et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Retrouvez la deuxième partie de À l'écoute de la Voix de Sion, l'émission de l'OSM. Voilà, vous êtes sur l'émission La Voix de Sion, sur le 90.5 de la bande FM Radio JM, l'émission des amoureux d'Israël et du sionisme, pour un moment à passer aujourd'hui avec une personnalité remarquable. Comme d'habitude d'ailleurs, tous nos invités que vous avez la gentillesse de suivre tout au long des jeudis sur cette fréquence. Nous allons rencontrer aujourd'hui donc Richard Darmon, personnage géopolitique avec qui nous allons un petit peu analyser ce qui se passe actuellement en Israël, avec les pays avoisinants aussi, mais aussi l'impact des États-Unis et l'implication de plus en plus forte des États-Unis sur le fonctionnement ou pas d'ailleurs de la gouvernance en Israël. Richard Darmon, bonjour, vous êtes avec nous pour l'émission de l'OSM La Voix de Sion, et nous allons ensemble parcourir un peu cette actualité politique, puisque c'est votre spécialité. Mais au préalable, pour nos éditeurs, je vous remercie de bien vouloir vous présenter, tout en disant que vous avez eu un parcours un petit peu atypique, ou en tous les cas votre amour pour Israël et pour Sion, puisque c'est un peu le slogan de l'émission, a été quelque chose d'assez particulier. Vous n'étiez pas spécialement au début quelqu'un de très proche de l'idéologie sioniste. Et puis je ne sais pas à quel moment, je parle dans votre parcours estudiantin ou après, il y a eu une espèce de révélation qui a fait que vous avez fait votre alia. Bien, oui, en fait... Dites-nous en plus que ça.
Oui, en fait, j'ai fait au plan professionnel, puisque ça fait 45 ans que je suis journaliste. J'ai fait un parcours très atypique, dans le sens où j'ai travaillé dans la presse française nationale, rien de moins qu'à Libération et au journal Le Monde pendant au début des années 1980. Et en fonction, disons, de certains choix personnels de retrouver mes racines, d'abord je suis parti de Paris, je me suis installé en Midi. D'ailleurs, j'ai connu Radio JM à ses débuts avec Clément Yana. On avait enregistré dans un petit studio avec des boîtes d'hôtes pour faire la sonorisation. À la rue de Rome, au dernier étage, il fallait taper les escaliers. Voilà. Et entre deux émissions, Voilà. on passait le temps à coller les boîtes pour avoir un peu de... Voilà, j'ai connu ça. Et puis effectivement, à un certain moment, avec ma jeune épouse et nos 2 petites filles, alors qu'on habite à Aix-en-Provence depuis 2-3 ans, on a décidé de s'installer en Israël. Finalement, j'ai fait un parcours inverse de celui de beaucoup de journalistes qu'on trouve dans la presse française aujourd'hui, les journalistes d'ailleurs juifs, qui ont soit sont passés par Israël et sont revenus en France, soit sont passés par la presse juive nationale, les radios juives qui ont éclos au début des années 80 et puis qui se sont retrouvés après, les premiers d'entre eux, dans la presse nationale française. Et moi, j'ai pris le chemin inverse. J'ai d'abord travaillé dans la presse nationale française, et comme c'était mon chemin de revenir à mes racines d'abord juives, très vite, je me suis retrouvé à Jérusalem. On a fait notre alia en 1985. Ça va donc faire cet été 40 ans que donc on est installé en Israël. C'est quand même un chemin de vie. C'est pas quelques années. Et là, j'ai continué mon travail de journaliste. Non plus, je dois vous dire d'ailleurs que dans les 2 dernières années, j'ai été journaliste dans la presse juive, c'est-à-dire que j'ai fait le chemin inverse. Je suis passé de Libé à Tribune Juive. Et à Abonné aussi, puisque pendant de très longues années, on a ensemble travaillé sur le magazine de la communauté juive de Marseille. C'est ça, quand j'ai commencé, j'étais déjà à Aix, et puis après, depuis Jérusalem, j'étais votre correspondant pendant très longtemps à Abonné. Absolument. Tous les mois et demi. Bon, et là, arrivé en Israël, j'ai bien vu qu'il y avait un manque considérable, et au bout de quelques années de temps, j'ai travaillé à Col Israël en français, aux émissions magazines, et j'ai mené une négociation très longue avec le Jérusalem Post, l'édition française du le journal, The Jerusalem Post, qui est un quotidien en anglais, pour créer justement, et ça a demandé l'édition 2-3 ans de française. négociation, l'édition française du Jérusalem Post, qu'on a mis sur pied à la fin de 1990, et que j'ai dirigé pendant 6 ans, en tant que rédacteur en chef, une édition qui a beaucoup fait parler d'elle, parce que, comme vous vous en rendez compte, c'était le début du processus d'Oslo. Les accords d'Oslo ont été signés en 93. On était donc en plein lancement de cette édition qui était hebdomadaire. Et ce qui était intéressant, c'est que le Jerusalem Post en anglais, on s'est inspiré pour faire ce journal à la fois de traduction des articles en anglais, aussi de nos propres articles. Et le Jérusalem Post en anglais était le seul journal de la presse israélienne à émettre des doutes sur la viabilité du processus d'Oslo et son danger, et les dangers qui renfermaient d'une sorte de cheval de Troie, puisqu'on a fait rentrer toutes les forces armées de l'OLP, ça s'appelait l'ALP, l'Armée de Libération de la Palestine, qui se transformait en police palestinienne. Et on a bien vu ce que ça a donné, puisque dans l'année qui a suivi Oslo, ceux qui devaient assurer l'ordre antiterroriste dans les grandes villes palestiniennes que Israël a évacuées, les grandes villes arabes plutôt de Judée et Samarie, eh bien, ce sont ceux qui ont commis des attentats contre les Israéliens. Et ce processus s'est transformé en cheval de Troie, avec toutes les conséquences très graves. C'est qu'au lieu d'être un processus de paix, c'est devenu un processus de guerre. Et on pourrait parler de la guerre d'Oslo et pas de la paix d'Oslo. Bien, ça nous amène tout de suite à faire un bond dans le temps et de parler de ce qui se passe aujourd'hui, et puisqu'on parle des Palestiniens, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Gaza, selon votre analyse ? On voit qu'il y a donc, bien sûr, avec le marchandage pour la libération des otages a été bloqué.
On voit que les États-Unis rejoignent Israël pour durcir les positions et pour essayer d'endiguer d'une façon forte, de rayer le Hamas, il faut appeler les choses par leur nom. Et aujourd'hui, il y a une action très forte sur la population gazaoui pour qu'elle ne puisse pas résider. Et puis, même plus, qu'est-ce qu'on pense aussi de cette proposition que de vouloir leur proposer d'aller voir ailleurs s'il ne fait pas meilleur? Bon, ça fait beaucoup de choses au menu, mais on va commencer un petit peu par avant de parler des perspectives, de faire un mini bilan. En fait, il faut savoir que depuis 18 mois de guerre, dans ces 18 mois de guerre, et déjà, on peut dire dans les 14 premiers mois, le Hamas, le Hamas en tant que organisation terroriste irrédentiste qui gouvernait Gaza depuis 2006-2007, le Hamas qui a attaqué Israël de manière barbare le 7 octobre 2023 a été défait militairement, c'est-à-dire que dans une statistique qui parle d'elle-même, il y avait 24 bataillons du Hamas, une véritable armée, et sur ces 24 bataillons, l'action de Tsahal pendant un peu plus de la première année a permis de détruire, sur ces 24 bataillons, 21 des 24 bataillons du Hamas ont été pulvérisés. Donc au plan militaire, c'est une déroute pour le Hamas, mais ce qui s'est passé, c'est que le Hamas est toujours présent au plan politique, bon, même s'il parade dans les cérémonies où il rend les otages avec des types armés jusqu'aux dents, comme si de rien n'était, en fait, ça c'est pour la galerie, parce que il a été défait militairement. Pas à 100%, je dirais à 85%. Mais ce qui fait qu'il existe encore au plan politique et qu'il est un partenaire qui permet qui est occupé de faire du chantage, c'est d'abord la question des otages sur laquelle on reviendra, mais c'est surtout, il faut comprendre les pressions et le marchandage scandaleux de l'administration Biden, donc le président démocrate précédent, qui pendant des mois a empêché, et surtout les premiers mois de la guerre où les choses auraient pu aller beaucoup plus vite, a empêché Tsahal d'agir efficacement en faisant un chantage éhonté, on ne dira jamais assez, aux armements et au blocus des armes. Il a marchandé, il a marchandé la livraison au compte-gouttes de certaines armes qui devenaient très importantes pour pulvériser le Hamas, et aussi pour envisager de pulvériser le Hezbollah, ce qu'on a quand même pu faire après, contre en fait la livraison d'une aide dite humanitaire dans Gaza, à raison de centaines de camions de vivres, de nourriture, de carburant et de produits pharmaceutiques dans Gaza. Cette aide humanitaire, qu'est-ce qu'elle a eu comme résultat? Elle a permis au Hamas de survivre, non pas militairement, mais politiquement. Puisque cette aide, qui était en fait la monnaie d'échange de l'administration de Biden pour continuer d'armer Israël, cette aide, elle est allée directement dans Hamas, qui s'empressait de se l'approprier dès que les camions rentraient dans Gaza, avec des hommes en armes, et donc ça a permis et ça a perpétué le pouvoir politique du Hamas. On ne dira jamais assez que si cette guerre a duré autant, c'est à cause de ce largage d'Israël par l'administration Biden, qui officiellement se disait ami d'Israël, soutenir Israël, etc., mais qui dans les faits a fait un marchandage éhonté, et c'est ça qui a empêché ça d'aller plus vite, puisque on pourrait dire qu'en février 24, donc déjà après 4-5 mois, le Hamas était enfoncé, on aurait pu enfoncer le clou jusqu'au bout, mais il y a eu un ralentissement des combats à cause de ce chantage américain et à l'aide humanitaire qui a permis au Hamas de survivre encore politiquement et qui a empêché, d'ailleurs on a reproché au gouvernement israélien de faire la guerre mais de pas savoir ce qu'il voulait mettre à la place du Hamas. Mais la vraie raison, c'est pas parce que vous ne connaissez pas la formule de remplacement du Hamas, c'est parce que le chantage humanitaire américain, au nom de la compassion forte occidentale d'ailleurs, quand les Juifs font la guerre, on aime bien les Juifs dans le costume de pyjama d'Auschwitz, le costume rayé, mais on n'aime pas les Juifs quand ils mènent des guerres qu'ils gagnent et des victoires. Et l'administration de Biden, malgré ses airs pro-israéliens, elle a largué complètement
l'efficacité et la rapidité prévues pour cette opération, et c'est elle qui a fait que les choses ont duré, et que on a dû mener une guerre plus longue. Ceci dit, aujourd'hui, en fait, les choses sont à la fois plus simples et plus compliquées. Plus simples parce que on s'aperçoit bien que si le Hamas a enlevé le 7 octobre 255 Israéliens, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait que c'était une monnaie d'échange, c'est comme un placement, si vous voulez, une monnaie d'échange dont il allait se servir à un certain moment, et surtout une monnaie d'échange qui allait lui permettre de faire pression sur les contradictions de la société israélienne, en faisant un chantage humanitaire en ce qui le concerne, donc cette fois, et en monnayant la libération au compte-gouttes des otages, pas simplement en échange de la libération de milliers de terroristes dont beaucoup ont du sang sur les mains, qui ont assassiné les Israéliens, mais en exigeant aussi la poursuite de cette aide humanitaire, et surtout en mettant en scène les fameuses cérémonies de libération des otages où ils apparaissent comme une milice organisée, comme comment dirais-je, assez menaçant, et en faisant une guerre psychologique insupportable contre Israël, une guerre psychologique avec ces vidéos où ils filment les pauvres otages enfermés dans des tunnels qui supplient Netanyahou de bien vouloir s'intéresser à eux. Donc ils ont très bien compris que la question des otages allait permettre de diviser la société israélienne entre pour et contre le gouvernement, et ils n'arrêtent pas maintenant depuis quelques mois, et surtout ces dernières semaines, de se servir de cette arme-là pour essayer de diviser encore plus la société israélienne. Bon, les dirigeants du Hamas, comme souvent la plupart passés par les prisons israéliennes, ils parlent parfaitement hébreu, ils connaissent la mentalité israélienne, ils connaissent les points faibles de la société israélienne. Et aujourd'hui, on assiste, si vous voulez... Ça semble leur réussir, hein, non, cette stratégie? Oui, malheureusement, cette stratégie, jusque-là, ils détiennent encore, d'après les chiffres qu'on a, il y a 59 personnes qui sont encore à Gaza, dont malheureusement une majorité de otages qui ont été tués. Donc il y a 34 corps et 25 vivants à peu près, 25 Israéliens vivants. Et ils jouent sur du velours en mobilisant ce qu'on appelle les militants de la place Kaplan à Tel Aviv qui n'arrêtent pas d'hurler depuis des mois qu'il faut libérer tout le monde tout de suite. Et ce fameux slogan qu'on entend soit en anglais, soit en hébreu, en anglais c'est Bring them home now, ramenez-les à la maison maintenant. Ça fait d'ailleurs penser à d'autres maintenant, comme la paix maintenant, mais c'est un slogan complètement irréaliste dans la mesure où justement le Hamas, il va pas. La seule hypothèse qui pourrait le pousser à faire une libération assez large d'otages, c'est l'engagement formel d'Israël à arrêter la guerre, à le laisser au pouvoir et à faire comme si il ne s'était rien passé le 8 octobre. Et c'est-à-dire que Israël est parti en guerre pour détruire le Hamas et pas pour capituler devant lui. Et donc hurler sur une place à Tel Aviv, faites-les revenir maintenant, c'est vouloir capituler face au Hamas. Et c'est, si vous voulez, alors évidemment, au plan humanitaire, c'est extrêmement difficile parce que les gens qui veulent cette libération immédiate, ils ont été consternés par le fait qu'Israël est parti en guerre à nouveau, c'est-à-dire à déclencher une nouvelle offensive à Gaza, en pensant que ça mettait en danger la vie des otages encore vivants. Bon, ce n'est pas absolument faux, mais si vous voulez, là, il y a une manière qu'a le Hamas de boucler la quadrature du cercle, c'est-à-dire d'un côté de ne pas libérer les otages, d'ailleurs croire que il va se séparer de tous ces otages, c'est sa dernière carte de survie, c'est sa garantie de survie, et il le fera peut-être encore une fois au compte-gouttes que lorsqu'il y aura une pression. Et cette pression militaire, il y a peut-être maintenant 2 semaines, elle a recommencé de manière très sérieuse à Gaza. Vous me demandez quelle est la situation. En fait, ça a réattaqué Gaza, certains quartiers et de nombreuses infrastructures terroristes depuis maintenant 2 semaines, et surtout ces derniers jours de manière très très intensive, notamment il y a 48 heures en détruisant tous ces fameux
comment on appelle ça, ces command cars, les Toyota, les fameuses, la flotte des voitures Toyota qui ont permis le 7 octobre, où se trouvait derrière la cabine des conducteurs se trouvait une dizaine de terroristes à chaque fois. Enfin, ça a réussi à savoir où se trouvait leur parc, le parc de ces véhicules, et les a détruits en série il y a 48 heures, et puis multiplie les attaques et les éliminations ciblées de hauts responsables du Hamas, et donc on est reparti. Alors, comment dire, et je crois que cette fois-ci, d'abord avec le nouveau chef d'état-major, et aussi les nouvelles consignes qui ont été données à Tsahal, les choses n'ont pas l'air de traîner, et il y a aujourd'hui une offensive très très efficace de Tsahal depuis 48 heures qui fait très mal au Hamas. Et d'ailleurs, la preuve que c'est d'une certaine manière ce qu'il fallait faire, au lieu de céder tout de manière complètement capitulable, eh bien, c'est que, rappelez-vous, il y a 10 jours, le Hamas a eu le toupet de répondre à l'initiative américaine d'un nouvel échange d'otages. Les Américains avaient proposé 5 otages, 5 otages et un certain nombre de corps d'otages. Et ben, le Hamas a répondu à cette initiative américaine en disant on libère un otage seulement américain et 5 cadavres. Et donc ça a été refusé à la fois par Israël et les Américains. C'est suite à cette injure, si je puis dire, que Tsahal est reparti à l'attaque à Gaza. Et ça a eu un effet immédiat, puisque on est aujourd'hui mercredi, mais en début de semaine, le Hamas, qui a compris qu'il était en train de subir des pertes et que la situation avait changé à la fois à Jérusalem et à l'état-major de Tsahal, le Hamas a proposé, justement, est revenu à la proposition initiale, a proposé, oui, de libérer 5 personnes en échange seulement d'une trêve de 30 jours au lieu des 60 jours qu'il demandait avant. 60 jours pour une libération de 5 otages. Il faut bien comprendre qu'évidemment, en Israël, ce qu'on appelle la Kedushat Chaim, la valeur sacrée de la vie, ce qui était évident par rapport aux otages. Mais accorder 60 jours de trêve au Hamas, c'est lui permettre de se réorganiser, c'est lui permettre de survivre encore. Et donc, on est dans comme je disais, une quadrature du cercle, quelque chose dont on voit pas très bien où ça pourrait avancer, si ce n'est qu'en exerçant une pression militaire forte, on voit déjà le Hamas qui vient un petit peu, non pas capituler tout de suite, mais qui est capable quand même de faire des concessions. Donc voilà, on est dans un bras de fer qui est peut-être un peu le champ du cygne de cette guerre. On ne sait pas très bien si ça va continuer. D'ailleurs, je voudrais aussi auprès de vos auditeurs préciser une chose, c'est que les gens qui insistent auprès du gouvernement de Netanyahou, les Israéliens qui veulent à tout prix la libération des otages, en disant que c'est la priorité morale et la priorité vitale, ils expliquent la chose suivante, que on libère les otages en arrêtant les opérations et en acceptant de mettre fin à cette guerre, et quand les otages seront bien au chaud à la maison et il n'y aura plus d'otages à Gaza, on pourra reprendre la guerre quand on voudra. Bon, alors non seulement c'est irréaliste parce que le Hamas, s'il signe un accord pour la libération de tous les otages, il va demander des garanties internationales qui empêcheront Israël de reprendre la guerre. Donc on va pas pouvoir dire signer un papier en disant oui on arrête et on s'engage à ne pas reprendre et puis après à nouveau les attaquer. Ça c'est impensable puisque c'est ces gens qui préconisent ce deal là, ils ont soi-disant des critères moraux, mais c'est impossible pour un État de dire on arrête la guerre et de la reprendre une fois que tout le monde est rentré à la maison. Et d'autre part, comme tout cela prendra un certain temps, ce sera quasiment impossible au niveau militaire, au niveau du consensus intérieur en Israël et ailleurs, de reprendre une guerre dans 2-3 mois en disant bon, ça y est, maintenant on reprend le travail inachevé. Donc en fait, c'est une position intenable de dire on arrête tout et on recommencera quand on voudra. C'est absolument impossible. Et alors il est vrai que il y a un défi, c'est que reprendre la guerre dans les termes où je l'ai défini, c'est en partie, oui, risquer la vie des otages, mais vous comprenez, dans cette souffrance très compréhensible des familles d'otages, de ceux qui sont venus, qui ont raconté les horreurs que c'est d'être enfermé à Gaza, dans la ces objectifs, ces sentiments
sentiments qui sont très respectables, mais qui ont été exploités par tout un camp de gens qui, depuis des années, veulent en découdre avec Netanyahou, qui haïssent Netanyahou de manière, je dirais, pathologique, qui sont prêts à tout, qui accusent d'ailleurs, quand il y a eu des otages qui ont été tués dans les tunnels du Hamas, ils ont expliqué, ces gens-là, que c'était pas le Hamas qui avait tué les otages, c'était Netanyahou, parce qu'il n'avait pas cédé, il n'avait pas accepté les conditions du Hamas. Mais quand on voit tout cet imbroglio, on se rend compte que, comme on disait tout à l'heure, c'est le Hamas qui tire les ficelles de tout ça, et les Israéliens qui se dressent pour une libération immédiate et qui disent que c'est la seule chose à faire et que la guerre pourra attendre, etc. Ils ne se rendent pas compte que d'abord, je vous dis, c'est un mélange de haine personnelle même contre Netanyahou. Et un de mes collègues qui est interviewé sur Localita aujourd'hui, Ben Simon, qui a titré son émission 18 Netanyahou doit s'en aller, 18 ans ça suffit. Donc on voit bien ce que ces gens-là veulent, mais en même temps, à un niveau beaucoup plus grave que ça, parce qu'on a le droit de ne pas aimer Netanyahou, chacun choisit ce qu'il veut, mais comprenez que la question n'est pas là, la question c'est que dans cette histoire des otages, il y a, non pas ce que j'appellerais la raison d'État, mais il y a des intérêts stratégiques collectifs à long terme pour Israël qui sont très au-dessus, je suis très, ça me coûte de le dire, mais qui sont très au-dessus dans ce bras de fer de savoir combien d'otages on va pouvoir récupérer. Vous comprenez, comme c'est l'avenir d'Israël qui est en jeu et sa force de dissuasion, les éléments géopolitiques là, ils peuvent pas être mis sur le même plateau de la balance que la souffrance tout à fait insupportable d'ailleurs des uns et des autres à Gaza. C'est pas parce que ces gens-là souffrent qu'on doit capituler devant, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, on pourra plus gouverner le pays. Merci, oui, parfaitement. Merci Richard pour cette analyse toujours aussi perspicace et aussi fine. On pourrait rester encore des minutes et des heures à écouter. Le temps passe et je voudrais peut-être, merci pour cette présentation et cette analyse. On va, si vous le permettez, revenir un peu à quelque chose qui vous est plus personnel. Et donc, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi un auteur prolixe et vous avez fait dernièrement quelques tournées en France pour rencontrer les communautés et présenter votre ouvrage. Parlez-nous de ce dernier livre que vous venez de faire paraître. En quelques minutes, alors, il nous reste quelques minutes pour le faire. Et après, on parlera d'un projet. Après 2 livres autobiographiques, qui racontent l'histoire de ma génération, parus aux éditions Mishma, sous le titre générique Épopée d'une délivrance. J'ai fait un premier tome qui s'appelle D'un exil à l'autre, qui raconte notre traversée des 2 continents, c'est-à-dire de l'Algérie à la France, pendant l'enfance et l'adolescence, donc je suis resté en France jusqu'en 85. Je raconte ces années-là, et le second tome qui est paru l'été dernier, qui s'intitule Chronique d'Israël, parcourt justement les presque 40 années que nous avons passées ici, qui raconte d'ailleurs pas une histoire seulement personnelle, mais l'histoire du pays, avec les années de l'Intifada, les années du Corona, la dispute autour de la réforme judiciaire, et puis aussi notre propre construction personnelle avec nos enfants et qu'on a passé d'une culture à l'autre, on a élevé des enfants des sabras finalement, et on a expérimenté un passage familial et culturel qui est tout à fait spécial. Donc après ces 2 livres, parus aux éditions Mishma, j'ai écrit et fait paraître en octobre dernier, donc ça fait 4 mois, aux éditions Les Provinciales en France, j'ai fait paraître un ouvrage qui s'intitule La Seconde Guerre d'indépendance d'Israël, où donc je fais le point. Il faut dire que comme ce livre est paru à l'automne, on venait à peine d'écraser le Hezbollah avec l'affaire des beepers et la mort de Nasrallah. Bon, ce livre, il a été écrit au milieu de ce processus de guerre. Il était au milieu du guet, comme a écrit l'éditeur qui a signé la présentation de 4e de couverture. Et donc, en fait, ce que je fais dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre les dynamiques, pas seulement géostratégiques, des enjeux de la guerre, mais aussi les retombées et les conséquences sociétales pour Israël.
et en expliquant notamment, il y a un chapitre qui s'intitule « Rien ne sera plus jamais comme avant », où j'explique que malgré les apparences, parce que justement, tout à l'heure, on vient de dire que on a l'impression à suivre la chronique politique à Tel Aviv, seulement que, bon, ça y est, on est reparti comme avant le 7 octobre, avec les pour, les contre. On a l'impression que les disputes entre Israéliens continuent. Mais ça, c'est le haut de l'iceberg, car dans la réalité profonde du pays, et surtout grâce à la mobilisation des réservistes, vous savez qu'après 7 octobre, en l'espace de 10 jours, Israël a mobilisé 320 000 réservistes dans ses rangs pour attaquer Gaza. Et se préparer à attaquer aussi au nord, puisqu'on était bombardé de manière intense par Hezbollah pendant des mois. Eh bien, cette mobilisation de 320 000 réservistes, elle a créé tout d'un coup une inversion, une unité considérable, pas seulement avec tous ceux qui ont aidé les soldats de l'extérieur, mais surtout dans le Sahel, se retrouver épaule contre épaule dans les bataillons pour défendre le pays après les horreurs du 7 octobre. Ça a créé une unité entre tous ces aspects dispersés de la société israélienne qui étaient disputés autour de la réforme judiciaire en 2023, que ce soit les séfarades, les ashkénazes, les gens de droite, de gauche, les religieux, les non-religieux, les gens du centre, de la périphérie. Tout le monde s'est retrouvé épaule contre épaule et ça a créé à nouveau, ça a apporté la preuve que c'était bel et bien Tsahal qui était le creuset de l'unité d'Israël, et ça a complètement refait partir le pays qui était au bord du gouffre de la guerre civile jusqu'au 6 octobre. Et donc, enfin, j'ai étudié ce phénomène en montrant que c'est un phénomène durable qui va pas s'arrêter comme ça. Enfin, il y a aussi pourquoi j'ai appelé ça la seconde guerre d'indépendance. En fait, j'en donne une explication dans le livre, mais très brièvement. Premièrement, parce que tout comme en 48, la première guerre d'indépendance, 48-49, Israël a été attaqué sur 7 fronts différents. 7 fronts, bon, pas de la même manière, mais par des missiles. Alors les 7 fronts, ils sont connus, c'est Gaza, le nord avec le Liban, mais aussi la Syrie, puisque les milices petites en Syrie ont tiré sur Israël, les milices irakiennes ont tiré sur Israël, les Houthis au Yémen, et aussi l'Iran, qui nous a attaqué par 2 reprises en mai, en octobre dernier. C'est un fiasco d'ailleurs pour Téhéran, dont il s'est même pas encore remis, bien qu'on n'ait pas riposté sur le moment. Et aussi, on a un 7e front, qui est le front de la Judée-Samarie, parce qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais en Judée-Samarie, les cellules du Hamas et les cellules djihadistes, et même l'autorité palestinienne qu'on présente comme étant soi-disant modérée, en fait, en Judée-Samarie, ils combattent côte à côte avec le Hamas pour essayer de faire des attentats. Et le front de la Judée-Samarie, c'est le 7e front d'Israël. Donc ça, c'est la première raison. La guerre d'indépendance, comme en 48-49, Israël avait été attaqué sur 5 ou 6 fronts en même temps. Et bien, la seconde raison, c'est que, comment dirais-je, justement, ce que je viens de dire, que alors qu'en 48, vous vous souvenez qu'au départ, il n'y avait pas Tsahal. Tsahal était créé à la fin 48. On a combattu à partir de fin 47, début 48, on a combattu avec les Ghana, les différentes branches armées des mouvements politiques Irgun, la Ghana, Irgun, le FL, les FI, etc. Absolument. Et ce n'est qu'après que Ben Gurion, en fin 48, début 49, il a créé Tsahal. D'ailleurs, certains disent que c'est la raison pour laquelle on n'a pas pu rentrer à Jérusalem au moment de la guerre d'indépendance, parce que l'unité du peuple d'Israël ne s'était pas faite dans Tsahal, on combattait de manière séparée. Eh bien, aujourd'hui, justement, c'est une symétrie inversée, c'est-à-dire que dans Tsahal, qui existe dans Hachem depuis 75 ans, 76 ans, eh bien, c'est Tsahal qui a réalisé l'unité du pays. C'est un creuset pour la solidarité. Voilà, la classe politique était divisée, mais Tsahal a réunifié. La troisième raison, encore plus profonde, c'est d'ailleurs une analyse identique qu'a fait le philosophe et sociologue israélien qui s'appelle Mika Gutman, qui a fait paraître un livre avant le mien, mais en hébreu, celui-là qui s'intitule Le 8e jour, puisque Simchat Torah, c'était absolument, ouais. Alors dans ce livre, il dit que oui, lui aussi, il a entendu beaucoup de militaires dire qu'il fallait appeler cette guerre la seconde guerre d'indépendance, parce qu'il dit dans l'histoire juive et hébraïque, il y a toujours eu 2 tentatives pour faire réussir les projets. La première tentative, il dit, ne serait-ce le créateur lui-même, dans la Genèse, il a créé le monde et puis il l'a détruit au moment du déluge parce que ça marchait plus du tout. D'ailleurs,
à cause de la corruption qui est en hébreu, comme vous le savez, dans le texte biblique, la corruption et le vol par violence et la perversion, ça se dit Hamas dans le texte biblique. Alors que le terme Hamas aujourd'hui, ce sont les rachetés, c'est-à-dire. En tout cas, il n'est pas galvaudé. Voilà, donc c'est la première raison. Et puis après, il a recommencé le monde. Il a recommencé le monde une seconde fois à l'Arche de Noé. De la même manière, il y a eu les deux tables. Il y a eu les premières tables qui ont été brisées à cause du veau d'or. Et ensuite, il y a eu les deuxièmes tables éternelles qui ont été données à Moshe. Et puis, pour finir, il explique aussi au niveau de la royauté d'Israël, c'est la même chose. Il y avait la royauté de Shaoul qui était branlante et qui s'est écroulée. Il a fallu attendre la royauté de David pour qu'elle reste Traïv et Kayam. Et ainsi de suite, parce qu'on pourrait dire aussi, il y a eu les deux traversées. Il y a eu la traversée de la mer Rouge et la traversée du Jourdain. Et puis, il y a Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Et donc, il y a la première et la seconde guerre d'indépendance. Et c'est pour ça que cette seconde guerre d'indépendance, vous comprenez bien que c'est des enjeux très très profonds qui sont pas réduits à la seule histoire des otages, qui est effectivement très douloureuse, mais qui est pas la priorité. Bon, quand vous écoutez les médias israéliens du matin au soir, on a l'impression que ils interviewent sans arrêt des gens qui se plaignent de ce sujet. Bon, c'est un des sujets difficiles, mais ça doit pas être le seul sujet. Vous comprenez bien, un État qui a été attaqué qui a failli être envahi dans sa partie sud par le Hamas, avec toutes les horreurs auxquelles on a assisté, il ne peut pas ne pas réagir comme Israël a réagi. Et encore, Israël a pris les pincettes parce que il y a bien d'autres États attaqués de la même manière qui n'auraient pas mis 10 ou 11 ou 18 mois pour effacer le Hamas de la carte. C'est vrai. On pourrait encore on pourrait en parler encore longtemps. En tous les cas, c'est une très belle parabole, une très belle analyse. On peut être donc confiant, comme le dit le slogan israélien, Beyachad Nanetzach pour l'éternité. Richard, c'est malheureusement le temps qui nous est imparti qui court, et j'espère qu'on aura l'occasion dans d'autres émissions. Avec plaisir. Le dernier mot de mon livre, c'est de rappeler une citation qui rejoint la vôtre, c'est de dire, je cite un avertissement en forme d'espoir qu'avait donné le Rav Weizmann, un des responsables du mouvement sioniste religieux des Yeshivot Ezer. Il avait dit ça avant le 7 octobre. Le peuple de l'éternité ne redoute pas les longs chemins. Magnifique. Merci. Magnifique clôture de cette rencontre au long de la mission La Voix de Sion. Richard, j'espère qu'on aura le plaisir avec l'OSM de vous retrouver dans un prochain parcours lors de votre passage en France, comme nous le faisons régulièrement avec différents invités et conférenciers de prestige, comme vous l'êtes vous-même. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. À bientôt. Voilà encore un message magnifique d'espoir. Donc, on n'a pas à s'inquiéter, comme vient de le dire notre invité, que ce soit dans toutes les périodes de notre parcours depuis la création du monde. Il nous est arrivé des catastrophes, il nous est arrivé des épreuves, et puis on s'est toujours redressé. Espérons que ce sera le cas pour l'éternité, pour en tous les cas cette période que nous vivons aujourd'hui, en tous les cas quelques jours de Pessah. C'est vraiment un très 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 beau message d'espoir avec lequel nous clôturons notre émission. À bientôt, et puisqu'on ne se verra pas la semaine prochaine, c'est Pessah Kashav et Sameach, et profitez bien de tous et retrouvez-vous bien en famille et prenez soin de vous.